Salam alaikum Azoul, bonsoir. L'action des médecins résidents et l'élan de solidarité qu'il a suscité, non seulement dans le corps médical tout entier, mais dans toute la société, semble sur le point de porter ses fruits. Le régime cherche visiblement comment désamorcer le mouvement avant qu'il ne dégénère plus avant. Mais il y a un hic. Si le pouvoir cède, après avoir refusé depuis des années de répondre à ces revendications, il ouvrirait la porte, selon lui, à de nombreux autres mouvements sociaux. Et cette éventualité pourrait être pour lui une boîte de Pandore, en ces temps de vache maigre. Il n'est plus en mesure de délier les cordons de la bourse, mais la colère gronde dans de nombreux secteurs. Les paramédicaux sont déjà entrés en grève. Une grève qui pourrait paralyser l'ensemble des hôpitaux. Le taux de suivi est de 85% aujourd'hui. C'est dire la gravité de la situation. Les paramédicaux ont bien annoncé un service minimum, mais même avec cela, dans ce secteur sinistré de la santé, livré à l'improvisation et à l'incompétence d'un régime qui le gère comme le reste par ailleurs, le mouvement pourrait devenir réellement catastrophique pour l'ensemble du pays. Les enseignants, de leur côté, ne sont pas en reste. Le CNAPES de Bjaïa a repris une grève qu'il avait interrompue et un débrayage qu'il avait déclenché il y a quelques semaines. Et rien ne dit que ce mouvement ne pourrait pas provoquer d'autres mouvements dans un secteur en souffrance, livré à l'incompétence des clercs, dans un climat social particulièrement explosif. Et les grosses magouilles qui agitent le marigot politique ne sont pas pour apaiser les tensions. Ni la chute brutale du pouvoir d'achat de très larges couches sociales qui peinent désormais à boucler les fins de mois. C'est dire que la météo politique n'est pas au beau fixe. Et bien sûr, comme d'habitude, c'est le plus petit qui se mouille. Aujourd'hui. Poste. Revendication des médecins résidents. Installation d'un comité interministériel de suivi par la rédaction. Jeunes indépendants. Le CNAPES de Béjaïa lance une grève illimitée. Par Ben Salem. El Watan. Grève des paramédicaux. Les hôpitaux paralysés. Par Fatima Arabe. Effervescence du Front social, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler avec moi ici sur le plateau, j'ai le plaisir de recevoir Amira Boraoui, docteur Amira Boraoui, médecin, militante pour la démocratie. Merci Amira d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Merci. Au téléphone, nous aurons Slimane Znati, coordinateur de wilaya du CNAPES de Bjaïa, et Hassan Sarni, membre du bureau national de l'UNPEF. Alors, Amira Boraoui, voilà, donc les médecins résidents semblent s'acheminer doucement, peut-être vers le règlement de certaines de leurs doléances et de leurs revendications. Ils ont été soutenus, ils ont joui de la sympathie générale, contrairement à ceux qui les ont tabassés. Mais, dans le même temps, c'est un peu comme si c'était une rentrée sociale. Le climat social est vraiment orageux et des menaces de grève fusent de partout. Déjà, le mouvement de grève des paramédicaux qui menace donc de paralyser quasi totalement le secteur de la santé, service minimum excepté, disent-ils. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était prévisible. Le secteur de la santé est malade depuis déjà très très longtemps. C'est pas récent, c'est pas venu avec le nouveau ministre. On a déjà souffert avec celui qui l'a précédé et depuis déjà plusieurs décennies. Le résultat est là, les chiffres sont là aussi, on le répétera jamais assez. 10 000 médecins en France, d'autres installés ailleurs. Les médecins qui fuient le pays, on n'arrive pas à garder nos médecins en Algérie, ni les généralistes, ni les spécialistes. Ceux qui peuvent partir partent et les autres souffrent. Et ceux-là, les résidents, le savent depuis longtemps. Ils ont vu les hôpitaux se vider de leurs compétences.
on pousse la majorité des chefs de service, des docentes, des maîtres assistants, ceux qui sont censés apporter la formation aux plus jeunes à quitter le service public. Où est-ce qu'on peut étudier la médecine, mis à part dans les hôpitaux universitaires? Il n'y a pas ailleurs, il n'y a pas de médecine privée. On étudie la médecine sur le terrain, dans les hôpitaux publics. Les hôpitaux se vident. Ils se vidaient au début parce qu'ils avaient proposé le service complémentaire, etc., parce qu'on les paye mal. Donc on les pousse à aller essayer de travailler ailleurs. Et puis il y en a beaucoup qui ont opté ou pour aller au secteur privé, ou alors de quitter carrément le pays. Pourtant, l'actuel ministre avait laissé espérer, je me rappelle avoir lu dans votre propre page Facebook, que vous vous réjouissiez, en quelque sorte, qu'un professionnel, qu'un professeur qui jouissait d'une certaine crédibilité puisse enfin changer les choses. Il semble que non, que le système est plus fort que n'importe qui. Ah bah oui, non, parce qu'on s'est dit, au moins par rapport à la communication, c'est quelqu'un qui est de la famille médicale. Et c'est vrai que quand il a été nommé, parce que j'aime bien voir parfois le verre à moitié plein, parce qu'il n'y a pas le choix, hein, et même si on condamne tout un régime et donc tous ceux qui acceptent de travailler pour lui, mais c'est clair que quand on voit quelqu'un qui peut-être pourrait apporter une certaine amélioration dans un secteur ou un autre, on vit en Algérie, on a envie que ça s'arrange. Mais malheureusement, la pieuvre est malade par sa tête. Et on a beau essayer de lui coller des tentacules, bah, ça n'a pas donné, malheureusement. C'est-à-dire soit il n'a pas les coups des franches, soit carrément, il a été choisi justement parce qu'il leur ressemble et qu'il ne faut pas faire de vagues. Et malheureusement, à force de ne pas en faire, bah, il y a le tsunami qui arrive parce que le secteur souffre, les médecins souffrent, les malades aussi, les paramédicaux en grève. Et là, on voit un ministre qui est là, qui essaye de faire du replâtrage. Il n'y a pas vraiment un discours d'une politique de santé qu'on a envie. Ils sont là tous les jours et dans tous les secteurs à essayer d'éteindre des étincelles pour que le feu ne prenne pas. Mais le feu... Mais justement, pourquoi parce que ce mouvement a vraiment fait tache d'huile. Il a été exemplaire à plus d'un titre, hein, sur un plan politique. Plus qu'une revendication socio-professionnelle, il a laissé croire que les élites de ce pays pouvaient se porter au front social et donc politique, parce que tout est politique, contrairement à ce que croient certains. C'est ce qu'on leur disait en 2011. Il y a eu la Camra de 2011 qui a aussi fait de grandes manifestations. Et moi, à l'époque, en tant que militante, je leur disais, c'est-à-dire, il faut toujours faire augmenter le seuil des revendications. Et là, à ce moment-là, en 2011, je ne sais pas si vous vous souvenez, le discours c'était non, politique, non, attention, les autres pays sont déstabilisés, il ne faut pas aller sur ce chemin-là, mais tout est politique. Absolument. La politique de santé, la situation du médecin, la situation du malade en Algérie, etc. Tout est politique. Le discours est politique. Leur manifestation aussi. La réponse qu'a eu le régime. En fait, ce qui a apporté la sympathie, il faut le dire, c'est qu'on a vu les enfants de la nation, l'élite de la nation, se faire matraquer à l'intérieur même de l'enceinte de l'hôpital. Et c'est vrai que ça, personne ne pouvait l'accepter. Et c'est pour ça que ces médecins-là ont été soutenus. Et je disais que, en fait, la Camra, c'est très particulier. Pourquoi la Camra jouit de cette... Camra, si vous pouvez expliquer ce que c'est. Bah, c'est le collectif autonome des médecins résidents. Voilà. Pourquoi ce collectif-là jouit de cette liberté de ton, de cette... pourquoi ils n'arrivent pas à les infiltrer? C'est parce qu'en fait, on est résident qu'une petite partie de sa vie. C'est pas une sorte de syndicat où on a des personnes choisies par le pouvoir pour polluer, pour décider, etc. C'est une étape. C'est une étape dans la spécialisation. Et donc l'alternance. Elle se fait de manière physiologique. Oui. C'est-à-dire que ceux qui étaient à la tête de la Camra en 2011 ne sont pas ceux qui sont à la tête de la Camra aujourd'hui, même si les revendications restent toujours les mêmes, parce que c'est un secteur en souffrance. Qu'on se jette un peu comme une patate chaude. Oui, on essaye de faire taire. Bon, il y a eu des augmentations de salaire en 2011, qui ont été rapidement rattrapées, comme pour tous les autres Algériens, par l'inflation galopante, et encore plus cette année par la planche à billets de M. Ouyahia. Là, l'inflation est en train de laminer tout le monde. Il n'y a plus de classe moyenne en Algérie et ça, le médecin n'y échappe pas. Et je reviens à vous dans un moment
pour vous demander de nous expliquer pourquoi quand les élites bougent, ce qui leur arrive rarement, il faut dire, je parle de la grande masse des élites, je ne parle pas des individualités, des particularités comme vous-même, pourquoi quand elles bougent, ces élites, elles ne bougent que sur un plan corporatiste, elles ne s'impliquent pas dans la vie politique de la nation? Je reviens à vous dans un moment. Et j'accueille à présent Slimane Znati. Merci d'être avec nous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur de Wilaya du CNAPES de Bjaya. Oui. Expliquez-nous d'abord comment il se fait que vous ayez repris cette grève que vous aviez interrompue après que vos doléances aient été satisfaites. Tout d'abord, je tiens à remercier et à saluer et à rendre un hommage à tous les enseignants au niveau de la wilaya de Béjaïa qui ont répondu massivement au mot d'ordre de grève décidé par le conseil de wilaya tenu la semaine passée. Cela montre effectivement le mécontentement et la colère des enseignants suite au désengagement des responsables à tous les niveaux au niveau de la wilaya et en plus des injonctions du ministère pour faire, c'est-à-dire ne pas pour que le dialogue social ne puisse pas aboutir. Je vais m'expliquer. Oui, nous avons fait une grève illimitée à partir du 27 novembre 2017. Nous l'avons gelé le 11 décembre 2017, donc 14 jours de grève. Nous avons fait une série de réunions de négociation avec les responsables au niveau de la wilaya, la direction d'éducation, le Walid, la commission d'enquête ministérielle que nous avons nous-mêmes demandé, c'est-à-dire exiger à ce qu'il y ait un constat et une enquête suite au volume des revendications exprimées par les enseignants et qui datent depuis 2010 à ce jour. On est arrivé à trouver des accords sur l'ensemble des points soulevés. Il y a des PV co-signés entre les deux classes. Le dernier en date, c'est le PV du 11 décembre 2017, là où tout le monde reconnaît la légitimité et la justesse des revendications soulevées. Donc, automatiquement, toute grève est soumise aux négociations, conformément aux différents articles de la loi 90-02. Mais le ministère de l'Éducation nationale a fait injonction pour que ce PV ne sera pas appliqué. Il y a eu ponction des journées de grève dans le mois de janvier en cours. En plus des difficultés des enseignants au niveau de notre wilaya, et il y a des mesures provocatrices, arbitraires. Il y a eu des ponctions, de plusieurs jours, 9 jours je crois, alors que la réglementation oblige l'administration à ne pas prélever plus de 3 jours. C'est bien ça? Oui, exactement. Ils ont ponctionné sur les salaires des enseignants plus d'une semaine, 5, 6, 7, 8, 9 jours sur leur salaire, alors que d'un autre côté, tout le monde, la commission mixte, la commission ministérielle, le Wali de Béjaïa, la direction d'éducation, y compris Madame la ministre, lors d'une réunion de travail avec le CNAPES, qu'elle a annoncé officiellement qu'au niveau de Béjaïa, la commission qu'elle a dépêchée, elle a recensé plus de 6000 situations pendantes. Mais comment se fait-il que votre mouvement ne soit que, j'allais dire, local, confiné à la seule wilaya de Bjaya? Pour l'instant, nous avons, c'est-à-dire pris en charge les problèmes qui sont au niveau de notre wilaya, mais je ne sais pas si vous avez l'information. Il y a le Bureau national qui a, c'est-à-dire fait appel à la tenue des assemblées générales à travers tous les établissements des 3 paliers au niveau national, et qu'un conseil national se tiendra le samedi prochain, le 20 janvier 2018.
là où toutes les wilayas vont exprimer, c'est-à-dire le mécontentement, et le Conseil national va débattre et prendre, c'est-à-dire la meilleure manière pour faire aboutir les revendications. Et restez avec nous, restez avec nous, mais aussi au plan national. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Hassan Sarni, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes membre du bureau national de l'UNPEF. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu comment se fait-il que dans le secteur de l'éducation, qui est réellement sinistré, ce n'est un secret pour personne, autant pour les élèves, pour les millions d'élèves, que pour les enseignants. Comment se fait-il que face à une telle débâcle, les enseignants n'arrivent pas à être solidaires les uns avec les autres de façon à pouvoir changer quelque chose, aller vers une meilleure organisation, aller vers la satisfaction des droits les plus élémentaires. Comment se fait-il que vous agissiez toujours en rang dispersé? Hassan Sarni, nous l'avons perdu. Nous allons essayer de le retrouver. Amira Bouraoui, donc la question que je voulais vous poser. Comment se fait-il que ces mouvements sociaux, qui sont très forts, qui sont très organisés, portés de façon très pacifique, quasiment politique, même s'ils le dénient eux-mêmes, comment se fait-il que ces mouvements ne sont que corporatistes? Comment ces élites, ces jeunes qui sortent dans le... Comment ne parviennent-ils pas à s'impliquer dans la vie politique du pays? Je pense que ces dernières décennies, l'Algérien en général a été quand même vacciné contre toute velléité de s'exprimer politiquement. Le vaccin a été fait très tôt déjà par rapport à l'histoire de notre la courte histoire de notre nation, à post-indépendance. Où c'était soit si tu n'es pas avec moi ou si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es mon ennemi, tu es contre moi. Il a toujours réagi comme ça, ce régime. Donc il a exclu, il est allé jusqu'à assassiner, il est allé jusqu'à exiler beaucoup d'Algériens, beaucoup d'intellectuels sont morts, beaucoup ont quitté l'Algérie, leur voix nous manque, elles étaient là, les voix de Djaout, de beaucoup de journalistes, etc. Donc c'est-à-dire, dans l'inconscient collectif, politique rime avec sang. Chat échaudé, craint l'eau froide. Oui, on a vraiment besoin d'une psychanalyse collective. Collective par rapport à cette question-là, parce qu'on nous a vaccinés en nous disant si tu t'approches de ça, ça va mort. être... Ah oui, c'est clair. Hein. On nous a montré les images de la décennie rouge il n'y a pas très longtemps. Nous aussi, en 2014, quand on a dit on ne peut pas avoir un président comme ça dans cet État, 4 mandats, une constitution qui ne l'autorise pas, etc. Mais le discours, c'était vous voulez nous emmener en Syrie, c'était la décennie du terrorisme, c'était les images du sang. C'est-à-dire, si on s'exprime ou si on ose le faire, voilà, vous voulez nous emmener vers cela. Alors que c'est ce silence lourd, c'est cette cocotte minute fermée où l'Algérien n'a pas le droit de s'exprimer chez lui qui fait en sorte de faire bouillonner la situation. Mais Amira Bouraoui, nous avons affaire à des élites, à des universitaires, à des gens qui ont un minimum de bagage politique. Comment ne parviennent-ils pas à comprendre d'abord qu'il faut s'unir, qu'ensuite il faut s'impliquer parce que le pays risque de mourir? Vous le disiez l'autre jour, depuis 71, c'est ça, il n'y avait pas eu Absolument, un mouvement depuis comme les grèves de l'UNEA. Voilà, oui. des résidents actuellement. Ça fait partie de la conscientisation post-décennie. Il a fallu du temps, il a fallu une nouvelle génération. C'est vrai que les réseaux nous aident énormément. Aujourd'hui, les moins de 30 ans, plus de 90%, ils ont leur page Facebook, ils ont pu s'organiser à travers cela, pouvoir communiquer, pouvoir contre-attaquer aussi des médias du régime qui diffament, qui salissent. Mais dans les réseaux sociaux seulement. Les élites bougent beaucoup
dans les réseaux sociaux, en effet. Énormément mais dans la rue, non. dans les réseaux. Dans la rue, il y a quand même le fait que les médecins sortent, le fait que les enseignants sortent. Mais de façon corporatiste. Pour l'instant. Pour l'instant. Il n'y a pas de véritable synergie politique sur le terrain qui puisse rassembler les élites de ce pays, les mettre à l'avant-garde de la société pour se poser en digne représentant d'une nation qui risque de... C'est toujours des minorités qui mettent le train, cette locomotive-là. Elle se crée pour la Tunisie, pour sa révolution, c'était les avocats à l'époque. Oui, en effet. Voilà, c'était les robes noires, aujourd'hui c'est les blouses blanches pour nous, etc. Et ça finira clairement par prendre. Mais le régime est toujours là, il contre-attaque. Moi, je condamne cette ponction sur salaire. Il atomise les velléités. Il ponctionnait des salaires aujourd'hui avec un pouvoir d'achat laminé, enlever 9 jours à une mère de famille. C'est pour faire peur. Oui, qu'à l'avenir, il n'y ait pas de... On rendait hommage récemment à M. Erdogan Osman, le syndicaliste, le grand syndicaliste, du CLA. Et ce monsieur-là racontait, parce que pendant l'hommage, on nous a montré un documentaire où il s'exprimait. Et il voyait comment on le menaçait quelque part, justement en faisant des ponctions sur salaire des gens qui le suivaient. Et c'est très dur parce que quand on s'engage et quand on se dit « je suis prête, je sais, je défends des convictions, je sais que ce régime va contre-attaquer ». Mais quand il contre-attaque un individu qui défend des convictions, c'est une chose. Mais quand vous entraînez avec vous des pères de famille, des mères de famille. C'est vrai qu'on a beau dire que... Mais le khobza, c'est clair que voilà, c'est des gens qui ont des enfants à nourrir, etc. C'est pas évident. Il faut avoir le courage de sa politique, la politique de son courage aussi. C'est pas évident pour tout le monde. Moi, quand on m'avait emmené au commissariat au mois de septembre, quand on est sorti pour la demande de l'application de l'article 102, le commissaire me disait... voilà, qu'il avait des enfants, que c'est-à-dire qu'il avait besoin de son travail. Et il est clair que s'il n'applique pas, on va ou le muter dans le meilleur des cas, ou le virer. Donc je ne peux pas en vouloir. J'en veux quand ça tape. Ça, c'est inacceptable. Taper des médecins, taper un Algérien qui manifeste pacifiquement, peu importe qu'il soit médecin ou autre, ça, c'est inacceptable. Par contre... voir des gens qui sont poussés à appliquer leurs lois, pas les lois de l'État de droit ou de la République. C'est là où le bas blesse. Si c'était des lois de la République, des lois d'institutions dignement élues par le peuple, bien sûr, on aurait compris même qu'ils tapent. Bien sûr, on est pour l'État de droit. Mais le fait d'être les agents serviles d'une mafiocratie... Voilà, ils protègent la cité interdite. Alger, on n'a pas le droit d'y manifester. Et d'ailleurs, on l'a vu avec les résidents. Quand il est allé manifester avec sauf quand il est descendu, lui, sauf pour la Palestine, sauf pour des questions qui sont à des milliers de kilomètres, etc. Mais pas... Mais la Palestine, dans un lieu fermé. Ils n'ont pas accepté que ça se passe dans la rue. Oui, parce qu'il ne faut pas que ça prenne. Je vais revenir à vous pour essayer de savoir quelle est votre lecture de ces événements, de ce front social en ébullition, à la lumière de ce qui se passe dans le régime. Les ouyahyayet qui se déroulent en ce moment, ces histoires abracadabrantes. Je vais revenir vers vous. Nous avons retrouvé Hassan Sarni, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Vous avez entendu ma question? J'ai un petit peu, pas ça à couper. Je voulais savoir pourquoi, d'abord, il n'y a pas de solidarité entre vous pour essayer de changer quelque chose dans un secteur en déshérence, dans un secteur littéralement sinistré qui prend eau de toutes parts, autant pour les élèves que pour les enseignants. Pourquoi il n'y a pas de véritable dynamique entre tous les enseignants, tous syndicats confondus, pour essayer de sauver les meubles? Moi, je vais répondre dans cette question parce que ce n'est pas une question de solidarité. D'abord, si on commence après la création du syndicat autonome en 1986, après l'ouverture démocratique, alors tous les syndicats autonomes qui ont été créés en 1990 se cherchaient à se reconnaître, à faire face par rapport
au mal que le GTA a imposé sur le terrain, parce que le GTA a toujours vendu la peau des travailleurs, elle a toujours absorbé le sang des travailleurs. Mais les années 90, le début des années 90, c'était pas facile de mener un combat ou bien une lutte syndicale par rapport à l'état d'urgence qui a été installé par le pouvoir en place. Avec la décennie noire qui a été, c'est-à-dire les problèmes sociaux de notre pays. Mais après, l'État, malgré l'agrément donné aux syndicats autonomes, mais l'État ne reconnaît pas les syndicats autonomes. D'ailleurs, on a été toujours exclu systématiquement dans les réunions officielles par rapport à la représentation des travailleurs dans les différents tripartites qui sont très, très importantes pour l'avenir des fonctionnaires, soit au côté social, côté professionnel. Mais avec le temps, Oui. avec tout le mal, toute la répression tout le combat qu'on a mené au sein sur le terrain, les syndicats autonomes ont gagné la confiance des fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires ont remarqué, ont vu vraiment les vrais représentants, c'est les syndicats autonomes. Et l'État a essayé de diviser les rangs des syndicats autonomes. Malgré les différentes tentatives, la répression, l'harcèlement administratif, la manipulation de l'opinion publique par certains journaux, le but de cette politique, c'est de diviser tous les syndicats et de déterminer l'opinion de l'opinion publique pour salir l'image de ces syndicats. Parce qu'ils ont eu le soutien d'un syndicat qui est UGTA, qui est devenu leur pompier à ce jour. Oui, mais Hassan Sarni, nous savons tous, tout le monde sait, toute la société, toute l'opinion publique sait que le régime a une peur bleue des syndicats autonomes, qu'il a tout fait pour les diviser, qu'il leur a créé même des clones. Hein, à côté de chaque syndicat autonome, il a créé un clone de Baltajia qui travaille pour le régime. On le sait, ça. Mais là où c'est étonnant, c'est que vous, les syndicats autonomes qui êtes dans une démarche sincère pour essayer de vous battre pour les élèves et pour les enseignants, pour un véritable ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale, vous n'avez initié aucune dynamique réelle pour essayer de vous regrouper, vous, les syndicats autonomes, honnêtes, j'allais dire. Si, mais aujourd'hui, je suis vraiment désolé par rapport à ce que vous êtes en train de dire, mais maintenant, on est à 12 syndicats autonomes. On est rassemblés dans l'intersyndical. On a mené plusieurs combats depuis 2 ans, 3 ans en arrière. On a fait des sit-ins nationaux. On a fait des grèves nationales. Le dernier sit-in national qu'on a fait, on l'a fait à Alger, devant devant la place des fusillés, là où ils nous ont empêché de faire ce sit-in-là. Après, on s'est déplacé vers notre siège qui est devant la place 1er mai. Imaginez-vous, là, la police, ils nous ont pénétré de force dans notre siège, ils nous ont tabassé à l'intérieur de notre siège. C'est une violation à domicile. Mais on doit savoir une chose, maintenant, il y a cette volonté de l'union des syndicats autonomes. Mais c'est l'État qui essaie de casser cette allure-là, cette union-là. Mais ils n'arriveront jamais à nous casser. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Slimane Zennati, est-ce que vous envisagez, est-ce que plutôt vous n'envisageriez pas d'aller vers une véritable union, pas seulement une intersyndicale comme ça dans l'air, une véritable union des syndicats autonomes qui ne soient pas infiltrés ou créés par le régime pour vous parasiter. Est-ce que cette démarche est sur la table ou est-ce qu'elle est juste dans l'air comme ça? Oui, nous avons toujours œuvré et appelé à la mise en place d'une confédération
ou, enfin, comme vous le dites, une intersyndicale qui regroupe l'ensemble des syndicats autonomes des différents secteurs de la fonction publique, y compris dans le secteur économique. Nous avons toujours œuvré pour la consolidation de ce front, justement pour faire face au dossier qui nous unit. Je cite le pouvoir d'achat qui est en train de se dégrader encore plus davantage. Je cite le projet du Code du travail qui est dans les labos du pouvoir. Donc, il n'y a pas eu une consultation concernant la nouvelle mouture du Code du travail. Nous avons aussi les désengagements du gouvernement par rapport au dispositif des départs en retraite qui touche l'ensemble des secteurs. Donc, ceci, c'est un dénominateur commun de l'ensemble des syndicats des différents secteurs d'activité de la fonction publique et du secteur économique. Donc, nous sommes tenus, appelés et dans l'obligation de construire justement ce cadre pour agir dans un cadre plus large et avec une force de mobilisation nécessaire pour faire barrage aux menées et aux visées du gouvernement dans le cadre de ses désengagements et de sa politique antisociale en Algérie. Et est-ce que vos organisations, vos syndicats autonomes pourraient s'inscrire non pas seulement dans des revendications corporatistes, mais dans des revendications politiques de très haut niveau, par exemple pour aller vers une transition, pour demander une véritable démocratisation, pour demander plus de transparence sur l'état de santé du président? Est-ce que vous, en tant que syndicat des enseignants, vous ne vous inscrivez que dans les revendications socio-professionnelles ou est-ce que vous pourriez aller vers une dynamique plus politique? Écoutez, nous sommes des militants actifs dans des syndicats. Donc, aujourd'hui en Algérie, c'est vrai, il y a des problèmes d'ordre politique, mais nous jugeons que, c'est-à-dire, il y a le politique, les partis politiques qui est de leur ressort. Le domaine politique, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas notre opinion politique ou notre position politique, mais il y a énormément de problèmes sur le front social, sur le plan de la revendication sociale en Algérie, sur les politiques économiques et sociales mises en place. C'est une contribution aussi sur le plan politique. Quand les politiques sociales, économiques sont rejetées par les travailleurs, par les fonctionnaires, ça c'est la remise en cause des politiques du gouvernement. C'est une remise en cause, vous êtes en train de nous dire que c'est une remise en cause politique à travers le biais socio-professionnel. Restez avec nous, Slimane Zenati, je reviendrai à vous pour un dernier tour de micro. Amira Boraoui. Donc voilà, tout ça, ça se passe. Il y a une vraie effervescence. Il y a beaucoup de milieux socio-professionnels qui menacent d'entrer en mouvement. Et ça va aller crescendo. Et ça va aller crescendo avec l'austérité qui s'annonce, avec l'inflation surtout. L'inflation, de la planche à billets. Donc M. Yahya nous a dit qu'elle n'aurait aucun effet inflationniste, ce qui a fait bondir certains experts. Alors que, on le voit, il suffit de faire son plein de voitures pour se rendre compte que le plein de 2017 n'est pas celui de 2018. C'est toujours dans les familles un manque à... voilà, et puis on vous parle de justice sociale qui subventionne, etc. Mais ils subventionnent en fait des produits où bénéficient davantage les riches que les petites bourses. Je vais donner un exemple. Par exemple, ils subventionnent le sucre. Généralement, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens ne consomment pas beaucoup de sucre. Exactement. Qui c'est qui consomme beaucoup de sucre? C'est les limonadiers, les biscuiteries, les entreprises qui font des trucs à base de sucre, qui bénéficient du soutien des prix pour les plus défavorisés. Tout à fait. Voilà. Donc c'est une politique en fait faite pour les riches. Les riches. Voilà. Alors qu'il aurait mieux fallu prendre cet argent, le donner. Oui, cibler les nécessiteux, cibler, penser aux chômeurs aussi, aux retraités, pour qu'ils retrouvent leur dignité, aux retraités
retraités, parce que les retraites ne sont pas revues à la hausse. Les retraites, maintenant, ça s'est paupérisé. Ce sont des pauvres, y compris des cadres qui ont passé 40 ans. Oui, et c'est les premières victimes, parce qu'elles n'ont pas les moyens de faire grève, elles, parce que les autres arrivent à travers leur corporation, etc. Exactement. Mais un retraité, comment il va faire grève? Il va... Il ne dérange personne, il ne travaille pas déjà. Ben voilà, il meurt en silence, en fait. On les appelle d'ailleurs les chômeurs de luxe. Je ne vois pas le cynisme, hein. Je ne vois pas le luxe. Moi, j'avais déjà, avant qu'on arrive à cette situation-là, pendant les années où je travaillais à la CNAS, quand je recevais des retraités qui, à travers le lobby du médicament, on a des ordonnances qui peuvent aller jusqu'à 30 000 dinars par mois parce que tout le monde bouffe dans le médicament. Quasiment contre, la retraite, quoi, la pension. Oui, mais par contre, non, la retraite, il perçoit... Non, les médicaments sont pris en charge, heureusement, surtout pour les maladies chroniques, etc. Mais quand on voit la retraite à côté, elle était de rien du tout. C'est-à-dire, on pousse la personne à tomber malade parce qu'elle n'arrive pas à manger correctement, parce qu'elle ne mange pas des fruits et des légumes, elle n'en a pas les moyens. Le stress. Et quand elle tombe malade, là, oui, pour le médicament, c'est OK, parce que les médicaments, tout le monde bouffe. Et souvent, parfois, des médicaments qui arrivent à obtenir des autorisations de mise sur le marché, alors que ce sont des médicaments qui n'ont pas apporté leurs preuves, parce que c'est une autre mafia là, qui rentre en jeu, qui est beaucoup plus puissante et qui a bouffé des milliards de dollars, sans qu'il y ait à côté, du côté de la sécurité sociale, des organismes qui disent hop là on est allé trop loin. D'ailleurs, dis-moi qui importe, je te dirai qui tu es. Oui, c'est clair. Sinon, Amira Bouraoui, Yahya donc a été désavoué publiquement par le président, ou celui qui parle au nom du président plutôt. Hein. Oui. Alors qu'il aurait très bien pu lui demander gentiment comme ça, il vaut mieux retirer cette histoire, mais je vous laisse la retirer vous-même pour ne pas vous humilier. Non, on l'a humilié publiquement et on a donné l'info à un journal privé. Le problème, c'est que tout le monde s'est dit « Ah, là où Yahya va rejoindre Tebboune ». Or, d'abord, il n'est pas parti, mais ensuite, en ce moment, Yahya est en train de faire feu de tout bois. Je vais vous donner un exemple. Il est en train d'abord d'attaquer le Maroc, il est en train de dire des choses, mais pour être dans les bonnes grâces du président, vous savez ce qu'il a dit, entre autres? Il a officialisé Tamazir, institutionnalisé Yennayer, mais le meilleur, vous savez ce qu'il a dit? Monsieur Bouteflika était contre l'interruption de la conférence de Mouloud Ma'ammari. Elle est bien bonne celle-là. Elle est formidable. Alors que dans le même temps, monsieur Bouteflika était en exil, il était poursuivi pour détournement de fonds devant la Cour des comptes, et il se tenait à carreau, il ne bougeait pas une oreille, parce qu'ils étaient en train de réfléchir, est-ce qu'on l'inquiète, est-ce qu'on le laisse tranquille? Alors M. Yahya vient aujourd'hui, toute honte bue, nous dire non, Bouteflika était contre l'interruption de... C'est-à-dire, aujourd'hui, tous les Algériens le savent et le monde entier le sait, que ce n'est pas Bouteflika qui décide, que les instructions Talimat Ri'asa, que c'est un groupe de personnes qui l'écrit. On voit bien que c'est un pouvoir bicéphale, voire voire plus, qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, et ça, tout le monde le sait. C'est-à-dire que là, et avec 2019 qui approche, on voit bien qu'il y a une guerre. Et nous, par médias interposés... Une guerre entre eux? Oui, ouais. c'est clair. On voit bien en vue des présidentielles? Des échéances. On va quand même... c'est dans un an. Hein. À peu près. Parce qu'on essaye de nous faire oublier, parce que pour décider, en fait, à la dernière minute... Et là, parce que normalement, à un an des présidentielles, dans n'importe quel pays dit normal, on a déjà les têtes qui sont éventuellement présidentiables, qui sont là en train de commencer déjà absolument. Là, nous, on ne voit absolument rien. Voit, pour le moment, on est en train de voir reconduction d'un 5e mandat. Il y en a certains même qui parlent de Saïd Bouteflika qui ne veut pas y aller, mais que son frère Nasser pourrait y aller. On est en train de les laisser mener la musique. La musique. Ah oui. Et on parle de Chakib Khalil. Mais en face... En face, il y a quand même de l'opposition. Il y a des gens qui ne sont pas des hommes politiques, qui ne sont pas d'accord avec tout ce cirque. On ne les entend pas.
Parce qu'ils Moi, savent qu'un président n'est pas élu en Algérie, il est désigné. Il est désigné, mais on accepte via la résignation. Oui. On accepte de subir cette cacophonie. Là, Ouyahia qui tacle le FLN, ils sont là en train de mener leur petite Khalil qui tire à boulet rouge lui, il sur tire Ouyahia. sur tout le monde. Et là, nous, on assiste à tout cela. Ça veut dire qu'on subit. On est dans la... Donc, mis à part le Front social qui est là et il bouge, mais à côté de ça, où sont les politiques algériens, où sont les opposants à ce régime? Parce que ce régime, sont les partis il est là. politiques. Et on les voit bien, ils sont d'accord au moins sur une chose. C'est que nous sommes tous soumis à Bouteflika. Ça, il le dit. Je vais vous faire la surprise à la fin de cette émission. Je vais vous montrer une petite scène. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse poursuivre. Voilà, donc ils sont d'accord sur une chose, c'est que ce qui nous arrange, c'est que même si le monsieur est malade, il ne décide plus de rien. On a une cafouillage au sommet de l'État, on a une sorte de tripartite bis. Et là, nous, on lit tout ça, mais c'est de la schizophrénie. C'est-à-dire que des choses sont dites et ensuite, quelqu'un d'autre vient contredire le gouvernement, contredire le Premier ministre, qui est censé avoir été nommé par un président que tout le monde sait n'est pas là. Donc, c'est un groupe de personnes, de tractation, d'intérêts, de personnes et non pas de nation. Oui. Ça, on le voit bien par rapport à toutes les décisions qui sont prises. Et là, l'Algérien, le citoyen, il est observateur de tout cela, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils n'ont plus de frein. Ils font des choses complètement hallucinantes. Personnellement, je n'en reviens pas. Qu'un Bouteflika, soi-disant, envoie Ouyahia au charbon, il lui dit bon, parce qu'on imagine qu'Ouyahia n'aurait pas pu mener cette histoire de partenariat public-privé s'il n'avait pas reçu le feu vert. Le feu vert de qui, monsieur De celui qui commande. De celui qui est derrière Bouteflika. Ce n'est pas. Voilà, il faut qu'on le dise. C'est-à-dire, quand on se dit aujourd'hui, ils sont capables de tout. On a été dans l'acceptation aussi de beaucoup de couleuvres. Oui. On a accepté l'inacceptable en tant que peuple, en tant que citoyen, en tant qu'élite, en tant que. Nous avons accepté tout cela. Pourquoi ils n'iraient pas plus loin? Pourquoi ils ne feraient pas un 5e mandat? Pourquoi ils ne le momifieraient pas? Pourquoi on n'irait pas jusqu'à. Pourquoi on ne pousserait pas l'absurde jusqu'au bout? De toute manière, tout le monde accepte. On l'accepte aujourd'hui, de voir des décisions qui se prennent. Ensuite, c'est des contradictions, etc. Les médias, certains essayent de faire comme ils peuvent pour essayer de dire, bon, tout ça n'est pas normal, mais nous sommes dans l'acceptation. Et je vais vous montrer une scène tout à l'heure, vous allez me dire des nouvelles. Alors, je reviens pour un dernier tour de micro à Hassan Sarni. Alors, le secteur de l'éducation, qui est un secteur plus que vital, puisqu'il prépare les générations montantes. Et il est le gardien, en plus de la connaissance, du savoir, des valeurs de la nation, de ce qui est supposé être les valeurs de la nation. À votre avis, est-ce qu'il est possible de sortir de ce marasme après Ben Bouzid, Ben Rabaret, Tartampion, X, Y, Z? Est-ce qu'il est possible d'aller vers un secteur de l'éducation qui soit réellement méritocrate? Qui ne veut pas d'une école performante, d'un enseignement de qualité? C'est ce qu'on cherche nous aussi. Mais malheureusement, depuis des décennies, depuis des années, on dirait il y a 25 ans à 30 ans, depuis qu'ils ont fermé les instituts de technologie et de formation des enseignants, il y a une baisse totale de la qualité de l'enseignement. L'éducation ne formait plus d'enseignants de qualité, mais ces dernières années, tous les syndicats autonomes, on est en train de demander une vraie formation pour ces enseignants. L'ouverture de ces instituts technologiques ont été fermés depuis des années pour y aller vers une école performante. Et peut-être on va se comparer vers d'autres pays qui sont bien avancés dans ce secteur. Alors, Slimane Zinati, on l'a perdu, donc je vais vous laisser un peu plus de temps. Et les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves dans tout ça, qui se confinent juste dans les négociations lorsqu'il y a des grèves
d'enseignants pour essayer de désamorcer. Comment c'est-il que ces associations de parents d'élèves ne vont pas plus loin, qu'elles n'essaient pas d'exiger un meilleur enseignement, d'exiger une meilleure prise en charge, de se solidariser avec vous pour faire front avec vous pour essayer d'obtenir un meilleur secteur? Comme vous le savez, on est maintenant dans un état de policier. C'est un état qui ne veut pas, qui exclut tout mouvement syndical qui défend l'intérêt social des travailleurs. Ce gouvernement ne veut pas que les syndicats autonomes défendent ou bien lutter contre, c'est-à-dire pour l'intérêt de ces travailleurs. Alors, comme ils nous ont exclus dans les différentes réunions tripartites, alors quand on est exclu, on n'est pas reconnu sur le terrain, comment voulez-vous aujourd'hui que la famille éducative soit stable? C'est impossible. On a un problème de statut particulier, on a un problème de dossier de la retraite, on a un problème de la loi du travail. Aujourd'hui, on est arrivé même à un autre problème qui est le problème de répression. Ça veut dire que le gouvernement en place, ils ne veulent pas reconnaître ces syndicats autonomes. Alors, nous, le seul barreau qu'on a aujourd'hui, c'est d'y aller vers des grèves cycliques, c'est de faire des sit-ins, c'est d'y aller. Nous aussi, on est des parents d'élèves. Je sais qu'il y a des associations de parents d'élèves en parallèle. Elles aussi, elles sont là pour l'intérêt de leurs enfants. Merci, merci Hassan Sarni, excusez-moi de vous interrompre, il ne nous reste plus de temps. Amira Boraoui, alors vous disiez que Bouteflika, tout le monde sait qu'il n'est pas là. Bon, moi je vais vous apporter la contradiction. Allez-y. Puisque le président de la République, je vous l'annonce officiellement, devant des millions d'Algériens qui sont en train de nous regarder. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu hier, non, jeudi, on est aujourd'hui, une distinction de la famille des collectivités locales, les maires. Les maires ont décidé d'attribuer une distinction à M. Bouteflika à l'occasion de la rencontre d'orientation nationale des présidents des APC et de Wilaya APC-API, en hommage à ses efforts pour le développement local durable et en présence du ministre de l'Intérieur. Et M. Abdelaziz Bouteflika a reçu cette distinction des mains de ses représentants des collectivités locales et vous allez la voir par vous-même. Regardez. Il a reçu ou Badra? Vous l'avez vu? C'est la photo qui a reçu. Vous imaginez un peu? C'est la photo qui a reçu. Bah oui, ils ont besoin d'essayer de dire qu'il a reçu l'ambassadeur Intel. On a besoin de donner à un peuple l'impression qu'il y a quelqu'un, qu'il y a un pilote dans l'avion, alors qu'il n'y en a pas. Ils ont fait quand même campagne en 2014 avec des tableaux, avec des photos. Oui, les tableaux qui accompagnaient Sellel. Voilà, qui accompagnait Ouyahia, qui accompagnait aujourd'hui, c'est Ta'limat Raïs Parsi, on ne sait pas qui les écrit. Et on va tellement loin dans le non-sens jusqu'à ce qu'il y ait une normalisation. C'est kafkaïen. C'est kafkaïen. Le problème, Amira, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le ministre de l'Intérieur qui était présent, normalement, moi, si j'étais à sa place, je leur dis, oh, mais arrêtez, les gars, arrêtez de déconner. Parce que là, vous êtes ne faites surtout pas ça. Parce que là, vous êtes en train d'apporter la preuve que ce président est malade. Qu'il n'est pas là. Au point où on en est arrivé à remettre à sa photographie
Encore un peu, il aurait embrassé la photo. Oui, oui, Donc, normalement, il aurait dû les empêcher. Ils sont aveuglés par leur propre aveuglement. Non, ils ont généralisé la gouvernance via la médiocrité et elle peut aller très très loin et dans tous les domaines. C'est-à-dire aujourd'hui, ils se sont dit, voilà, de toute manière, on a un peuple qui est enlisé aujourd'hui dans ses revendications et donc on peut faire passer la couleuvre et peut-être qu'elle passera. Et ils peuvent essayer de faire passer effectivement un 5e mandat. Ils sont tous d'accord hein, pour ça, tacitement, oui, mais oui. Ils se disent, si ce n'est pas possible, chacun veut mettre son pion, chaque clan veut faire avancer le sien, et malheureusement, en face, il n'y a pas encore quelque chose, une alternative concrète qui se construit pour faire face à cette déchéance. Il s'agit bien d'une déchéance. En attendant, nous, on est comme les vaches qui regardent passer les trains. C'est un peu, oui, il faut aussi un travail autocritique par rapport à nous en tant que citoyens, à nous en tant qu'opposition, etc. Voilà. En tout cas, merci Amira Bouraoui. Franchement, c'était très intéressant. Merci Slimane Zenati. Dommage que nous n'ayons pas pu le retrouver. Hassan Sarni, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Mais je ne résiste pas à la tentation de vous repasser cette scène kafkaïenne, comme disait Amira Bouraoui, où le ministre de l'Intérieur lui-même et les petits maires qui lui arrivaient à la taille, là, comme ça, ont donné la preuve par 9 que ce pauvre malheureux président n'est plus là. Regardez.